Donc, je suis Miguel Marajo. Je suis né au Havre et je suis venu en Martinique très tôt. Je devais à peine avoir 2 ans et demi, 3 ans quand je suis arrivé en bateau à Fort-de-France. J'ai vécu toute ma jeunesse bien à Fort-de-France. D'ailleurs, j'ai fait toute ma scolarité depuis Carzières-en-Bouillé qui est à côté, le collège Ernest Renan et puis le lycée de Bellevue par la suite. Et donc une enfance assez chahutée, puisque je dis, pour résumer ma situation familiale, que j'ai déménagé 13 fois en 10 ans. Donc voilà, donc j'ai eu un besoin de couper avec cette situation un petit peu douloureuse, puisqu'à l'époque j'ai perdu ma mère, j'avais que 14 ans, et je suis parti faire mes études. D'abord j'ai passé une très bonne période au CERMAC, où j'ai eu la chance d'avoir comme professeur René Louise, le fameux René Louise qui a écrit la philosophie du maronisme moderne. Donc on a été et on avait déjà une pointe d'activisme dans notre éducation plastique, artistique, et on a beaucoup participé Bon, déjà, faut savoir que le CERMAC, c'est un service culturel qui avait été créé par Aimé Césaire dans un magnifique parc floral à Fort-de-France. Et donc, on a passé notre temps, en plus de la pratique des arts plastiques, à faire de la scénographie, des décors de théâtre. Donc, la scénographie pour le TSN particulièrement, donc le théâtre de la Soif Nouvelle, qui se trouvait à la Croix-Mission. Puis il y avait plusieurs locaux, y compris dans le CERMAC. Et puis on faisait régulièrement des expositions qui étaient dans l'ancienne mairie, qui est aujourd'hui le théâtre de Fort-de-France. Et j'étais le plus hardi, pour employer un mot qui correspond au titre de cette exposition, éclosion hardie. Donc, je prenais Aimé Césaire par la main, je lui faisais la visite de nos expositions lors des différentes expositions au départ, et puis après on venait régulièrement pour le festival de Fort-de-France. Donc, ça a été une activité très riche, puisqu'on allait exposer autant en Guadeloupe, Barbade, jusqu'à Trinidad et Tobago. Voilà, donc et puis on faisait l'aller-retour pour Paris, où on a aussi fait de la scénographie avec Michel Césaire sur plusieurs pièces d'Aimé Césaire, dont La Tempête de Shakespeare, donc une adaptation de La Tempête de Shakespeare par Aimé Césaire, où on peignait des décors qui étaient mobiles, et c'était des moments très très agréables de se retrouver entre artistes, entre techniciens, scénographes. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ma pratique du dessin, ma pratique de la peinture, ma pratique des arts plastiques, arts visuels de façon générale. C'est que j'ai vécu avec ma mère qui peignait, qui était une peintre amatrice, il lui arrivait de faire des affiches pour le cinéma à Trinité, puisqu'à l'origine elle était dans la ville de Trinité, en Martinique. Et donc, je me suis mis à peindre. Elle avait eu sa formation par un certain charpentier, dont je ne sais plus trop autre chose que c'était un cousin d'Hector Charpentier père. Donc, j'ai connu aussi Hector Charpentier fils, avec lequel j'ai exposé, notamment à la bibliothèque Schellcher, où à cette occasion, j'avais eu un premier prix d'une incitation à la création par le ministère de la Culture. Et puis, voilà, j'avais toujours cette pratique à la maison où je sacrifiais beaucoup de temps à des créations juste pour le plaisir. Beaucoup de dessins, beaucoup de peintures en compagnie de ma mère, qui est partie alors que je n'avais que 14 ans. Donc, ça a été voilà, un gros trouble à un moment,
où j'ai quitté le lycée et je me suis retrouvé au CERMAC. Et ce CERMAC m'a été très très bénéfique puisque ça m'a ouvert un œil sur cette dichotomie qui peut exister entre notre mentalité, notre façon de voir les contes traditionnels, un regard très particulier caribéen sur l'expression, et d'arriver aux Beaux-Arts de Paris et aussi de prendre le meilleur de ce qu'il y a aux Beaux-Arts avec le souci d'avoir un regard critique, mais en même temps d'être dans une ouverture, une pluralité culturelle, ce qui était la base d'une pensée, je pense, césarienne. Donc j'ai fait donc les Beaux-Arts avec Olivier Debré, et Olivier Debré est parti à la retraite et j'ai terminé avec Henri Cueco. Donc j'ai eu une formation avec un peintre, une formation avec un dessin, ce qui était déjà une nature chez moi puisque j'utilise énormément, comme on peut le constater dans cette exposition, j'utilise énormément de médiums différents. Donc, chemin faisant, j'ai fait les Beaux-Arts, mais comme j'avais une petite frustration concernant ma scolarité, j'ai senti le besoin de pousser un peu plus loin mes études. Donc, je suis parti après à Paris 8, où j'ai fait une licence et une maîtrise. Et puis, mon directeur de thèse à Paris 8 était très content de mon travail, donc m'a incité à continuer à la Sorbonne. Voilà, donc je suis allé à Paris, à Sorbonne, et j'ai fait un DEA en art plastique. Et puis je me suis dit, mais stop, Miguel, là tu es un artiste, t'es pas là pour avoir une chaire en université. Donc j'ai recommencé à dessiner, à peindre à plein temps. J'ai fini par arrêter mes cours, qui étaient des cours d'une nécessité purement alimentaire, pour me consacrer de plus en plus à mon travail plastique. Donc, les expositions se sont multipliées. Mon travail s'est mis aussi à voyager à Hong Kong, Monaco, Afrique du Sud, Pays-Bas, Belgique, etc. Et voilà, puis d'exposer surtout dans des endroits choisis. Je me dis qu'il est important d'avoir un public aussi qui m'amenait un travail de réflexion sur ma pratique, et un écrit, donc j'ai besoin de textes, de textes critiques, et d'avancer avec une construction, pas juste faire du beau, du joli, mais en même temps de garder la force de l'expression, qui est sortie très très vite. Au départ, il y avait la question de l'identité qui se posait très très fort dans notre société. Et au fur et à mesure, j'assistais à des conférences à la Mutualité, avec les premières conférences de la créolité, avec Patrice Chamoiseau, Édouard Glissant, Raphaël Confiant, et toutes les personnes aussi attenantes à cette réflexion. Donc il y a eu effectivement cette belle nourriture sur la négritude au départ, qui est de l'acceptation des traits négroïdes, et de la spécificité du cheveu crépus, que j'ai développé dans mon travail très tôt, depuis les années 80. Et puis, ce travail a évolué en circonvolution. Je l'ai mis en relation avec on va dire la plénitude de la végétation. Donc, j'ai des titres comme Volubilis. Je reprends aussi des motifs ornementaux. Donc, tout ça, c'est très riche. Je pourrais en parler très longtemps, mais le galbe que j'utilise, et les circonvolutions, en fait, sont devenus un support de réflexion sur le naturel, donc le naturel du cheveu, et en même temps l'élément domestiqué par l'homme, c'est-à-dire le structuré comme le motif ornemental, est devenu pour moi une façon d'interroger ce qui est libre et ce qui est structuré, qui est rationalisé. Donc l'emprise de l'homme sur nous, sur notre image, donc par là même de l'acceptation que nous on va avoir. Donc Jean-Marie Louise
dans la monographie qui a été éditée à l'occasion justement de cette exposition, qui s'est faite en même temps que la préparation, parle d'ipséité. Donc c'est un terme qui désigne justement cette faculté de s'accepter soi-même et en même temps de parler du multiple, du pluriculturel, et il parle c'est André Comte qui écrit justement là-dessus. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que lui, voilà, il trouve des mots et des expressions qui correspondent au concept que je tente de développer. Et comment dire, après il y a une multitude de disciplines, de matériaux, de techniques que je développe pour exprimer cette chose. Donc ça passe du pastel à la peinture. Et je parle beaucoup aussi de la question de kinesthésie, c'est-à-dire que je me mets en relation avec le support, le geste, qui est à la fois une danse et une façon pleine d'investir le support. Donc ce jeu d'envahissement, pour reprendre le terme des plantes volubiles qui reprennent leurs droits, comme le naturel reprend ses droits, est intéressant pour moi parce que ça donne en même temps quelque chose de très agréable visuellement, parce qu'il y a une espèce de gestuelle qui déborde des fois du support, ou qui trouve un jeu. Je dis d'improvisation dans le sens musical, c'est-à-dire dans le sens du jazz, où je peux avoir un motif ornemental qui va être très structuré, et en vis-à-vis, je vais mettre une gestuelle qui, elle, prend toute sa plénitude, mais n'est pas cadrée avec une géométrie rigoureuse, mais trouve une harmonie dans l'occupation de l'espace. Et ce jeu-là, c'est un jeu sensible, et c'est un jeu aussi de mise en péril. Et il y a une façon de rétablir l'équilibre et de trouver la justesse. Et il y a bien un moment où, paf, le moment, l'instant qui n'était pas, mesuré, trouve ses limites, et ça s'arrête juste là où il faut, à mon sens. Après, il y a au public d'apprécier justement cette quête de liberté, parce qu'en fait, quelque part, ça a aussi un rapport avec la liberté, parce que dans ce moment-là, je jouis d'une très très grande liberté que j'assume pleinement, que je prends, que j'accueille pleinement. Donc c'est des moments forts, et du coup, quand on regarde, on se plonge dans un dessin ou dans une peinture, on a ce sentiment de quelque chose d'habité, quelque chose qui continue à grouiller ou à bouger. On sent quelque chose enfin, je recherche tout ça, et je suis très très content quand on me le dit et que certains le perçoivent. Et voilà. Donc j'adore danser, j'adore la musique, donc je suis plein de rythmes et de musique, et parfois je me mets à fredonner des chansons que je n'imaginais même plus avoir dans ma tête. Donc voilà, on a quand même une mémoire et énormément de choses en stock dans nos mémoires qui nous habitent. Et ces choses-là, effectivement, comme une espèce d'écriture automatique, pour faire référence à André Breton, ces choses de l'inconscient ressurgissent, et après je les exploite, je les accompagne pour les rendre encore plus expressives, ou pour trouver le juste milieu, pour arriver à quelque chose qui communique, voilà, de l'inconscient qui communique en passant par la conscience. Alors cette exposition a été faite conjointement avec Jean-Marie Louise, qui est le commissaire. On a eu beaucoup d'échanges en même temps qu'on travaillait sur la monographie. On a fait plusieurs fois la scénographie de cette exposition, parce que voilà, on a revu les plans devaient être modifiés, donc ça nous a amené sacrément à penser les œuvres d'abord dans un ordre chronologique, et puis après on a fini par
créer des zones qui parlent, par exemple, à un moment de la physionomie, de la question du cheveu, à d'autres moments de la question du chlordécone. Il y a une partie qui parle de la sexualité, du rapport assumé et de la transformation du corps. Et puis on est passé à la question du cheveu, et du cosmétique et de tous les aspects voilà, des produits comme les produits alcalins, les produits qui sont présentés comme étant des produits de soins et qui finalement s'avèrent être problématiques pour des personnes aujourd'hui qui se retrouvent avec des alopécies cicatricielles et qui perdent aussi la vue et qui créent des troubles en gros, et de traiter d'un sujet comme ça qui peut être dramatique, qu'il s'agisse du chlordécone ou de la question du capillaire, de trouver une façon de l'amener avec humour. Donc il y a la poésie qui les accompagne. Donc je détourne des textes de notices pour le défrisage, et je reprends les sonorités de ces notices, je les transforme en textes poétiques. Et dans ces textes poétiques, il y a des allusions en fait à l'histoire. Il y a je parle beaucoup de personnes fouettées, je fais l'accent sur le tiraillement qui existe entre le modèle qui s'impose à nous, et puis je pense à la question de se libérer de ce modèle. Donc tous ces petits jeux de poésie finalement provoquent le sourire, parce qu'il y a des petites allusions, voilà. Je sais pas, je peux aller jusqu'à dire caustique, mais voilà, je m'amuse avec ça. Aujourd'hui, on peut plus célébrer en fait ce qu'autrefois je dénonçais. Aujourd'hui, il y a une grosse avancée. Et on peut plus célébrer en fait ces avancées. Donc j'essaie d'apporter quelque chose d'optimiste. Donc on commence effectivement l'exposition par ce que j'appelle, en faisant un vilain jeu de mots, des négroïdeux. Comme les nègres au sirop du carnaval, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la provocation, ce qu'on retrouve dans la pub de Kilian, je suis rousse et alors, c'est-à-dire quelqu'un qui est particulier mais qui assume sa particularité. Après, on avance très très vite vers la question du chlordécone, donc il y a énormément de bananes. Donc là, je parlais d'un manège, par exemple, où les personnages sont imbriqués dans ce manège, mais le manège est construit que de bananes. S'appelle Régime Sub-Banana. Les personnes qui sont emportées par ce manège sont un peu manipulées parce qu'ils sont pris par un centre, une force centrifuge. Donc ils sont en périphérie d'un centre, parce que le manège tourne, mais en même temps, c'est le cycle du capitalisme, qui est un cycle gourmand sans cesse, qui nous transporte et puis qui nous illusionne. Donc, tourner dans un manège, c'est un peu l'ivresse, voilà, c'est un peu, on est enivré d'être transporté. Et puis, il y a encore une série de masques, par exemple, ces masques de visage qui sont construits avec des choses où il y a régulièrement l'allusion aux bananes. Comme j'aime beaucoup les jeux de mots, je joue sur Curly Kepon Vitae, parce que le Kepon, Curly Kepon Vitae, c'est parce qu'il y a à la fois le curriculum vitae, et le Kepon, c'est le nom du chlordécone aux États-Unis. Ce chlordécone qui a provoqué déjà des troubles depuis les années 70, mais nous on l'a eu jusqu'en 1993, je crois. L'interdiction a été prononcée entre 91 et 93, je me souviens plus très bien. Mais donc Curly Kepon Vitae, reprend les personnages négroïdeux, mais en même temps il y a la végétation, il y a le vent, il y a les cyclones, il y a des accumulations de bananes, donc il y a quelque part un chaos harmonisé. On a quelque chose qui reprend une physionomie qu'on repère au début de l'exposition, mais il y a cette gestuelle qui est une espèce de souffle, voilà, qui reprend, voilà, qui suggère. Et puis après, il y a l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est l'enseigne, donc l'enseigne de coiffure, qui ment.
Donc c'est un peu allusion à notre publicité qui nous pose une injonction, au modèle de façon générale, souvent occidentale. Donc voilà, je joue de ce registre-là et je mets à un endroit la définition du mot chabin pour rappeler que pendant l'esclavage, les esclaves étaient dans des registres qui sont des registres meubles, où il y avait les meubles, les animaux, etc. Et le mot chabin, dans un vieux dictionnaire de 1926, j'en ai un par exemple, ils mettent mouton à laine grossière. Donc on est encore en relation avec l'animal. Et cet animal, en fait, nous rappelle en fait notre condition. Donc, ce mot qui est très très largement usité aux Antilles, le mot chabin, qu'on peut soit s'en défendre en disant je ne suis pas un chabin, ou au contraire fièrement s'assumer comme étant chabin, sans savoir, tout en ignorant du moins, et que voilà, c'est un mot connoté. Après, on peut pas refaire l'histoire, hein. On peut continuer à assumer le mot chabin, mais au moins en toute conscience, je pense. Donc, j'ai fait cette allusion. Donc, la définition est mise dans l'enseigne, voilà. Et puis après, on avance sur Au galop, par exemple, qui est un cheval qui arrive avec un personnage qui lui-même est fait de ces circonvolutions, qui est dans un paysage. Donc, je rappelle que le personnage fait partie du paysage. Il n'est pas comme une conscience qu'on pourrait avoir aujourd'hui d'habiter le paysage. Il est différent, je pense, en disant ça à Olivier Marbeuf, qui nous faisait remarquer que on pouvait être en spectateur dans un paysage comme on pouvait, au contraire, être partie intégrante d'un paysage. Et je crois que quand on vit dans la nature et qu'on est habitué à la nature, on en fait partie. Donc, au galop, c'est le naturel revient au galop. Donc le titre c'est Au galop, donc c'est toujours ce plaisir des mots. Voilà, je crois que on a aussi Mirifi qui est une femme avec un enfant qui ont l'air de communiquer avec beaucoup d'amour. Il y a une grande cascade d'eau derrière, et puis il y a un plan d'eau, c'est la transparence, comment dire, c'est une forme d'innocence, la transparence de l'eau, la fluidité aussi de la transmission. Il y a une végétation aussi qui est très très luxuriante, avec aussi des motifs ornementaux à la place des cheveux qui s'incorporent dans la nature aussi. Donc il y a ce plaisir justement aussi du rappel du naturel et aussi de la transmission. Parce que la femme, en même temps, elle présente un cheveu en circonvolution comme une espèce d'héritage qu'elle transmet à sa fille. Donc, je pourrais en parler très très longtemps de tous ces détails, parce que chaque tableau est une histoire en fait, et menée comme ça avec à la fois une technique et des questionnements, voilà, sur l'occupation de l'espace, sur les matériaux qui sont utilisés. Les techniques sont multiples, comme je le disais déjà. Il y a du pastel, il y a de la peinture, il y a du fusain, il y a du crayon. Voilà, c'est très 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 divers. Il y a un objet, donc il y a un casque avec des pistolets qui ont déjà été utilisés à Paris, boulevard Voltaire, avec les LNC, les nouveaux collectionneurs. Qui est comment on va les appeler, alors c'est Cindy Oloou qui était à l'initiative de ce collectif de commissaires pour faire accéder les jeunes voulaient accéder aux collections, donc ils ont trouvé tout un système effectivement d'occuper des grands espaces et de faire de superbes expositions avec intergénérationnelles. Et ça s'est très très bien passé. À cette occasion-là, j'ai fait une performance. J'ai exposé quelques œuvres et j'ai fait une performance et le public m'aidait à tirer et moi je tirais à l'opposé pour éliminer les résidus de colonisation qui me restaient dans la tête. Voilà, et c'est ce chapeau, ce casque colonial et à plusieurs pistolets qui sont montés, qui sont peints en noir et blanc
et j'ai toute une série d'objets comme ça, notamment 2 voitures qui sont intégralement peintes. Et puis, j'ai une série de sculptures que je fais en noir et blanc avec toujours ces circonvolutions et que j'intègre au fur et à mesure dans mes dessins. Donc, j'ai des dessins, effectivement, j'ai des coiffes qui reprennent ces éléments. Là, j'ai par exemple le mirobolant, qui est un autoportrait, et sur ma tête, je suis coiffé de ces branches du mirobolant. Alors, le mirobolant, il s'appelle aussi, c'est tout simplement le prunus. Un prunus, c'est un arbre rougeoyant. Et voilà, on en a un devant chez nous et j'ai récupéré des branches et avec de ces branches, j'ai construit une sculpture avec des ressorts en circonvolution, avec des pinces à cheveux et puis ce noir et blanc qui est ce mouvement jazzique dont je parlais, qui recouvre les surfaces, un peu comme l'aurait fait Bertrand Lavier, qui est le traitement des surfaces pour ramener la surface à un élément exploré, comme on pourrait dire savourer, investi, voilà, d'une énergie vitale, cette énergie qu'on retrouve de façon générale.